Nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir une collègue égyptienne. Donc, merci beaucoup à l'Égypte de participer à notre think tank. Sama Nasr va nous parler aujourd'hui de scénariser un cours selon la classe inversée et va nous parler du cas d'un cours de français du tourisme. J'enseigne plusieurs matières à l'université Ain Shams, faculté des jeunes filles, et je suis chargée principalement de cours de français de spécialité dans le domaine du tourisme et également dans le domaine du français des affaires. Donc, j'enseigne en L1, L2, L3 et j'enseigne cette matière français du tourisme à la 3e année, mais il faut rappeler, avant de commencer le contenu, avant d'expliquer, il faudrait situer un peu le contexte d'apprentissage de nos étudiantes de l'université, surtout la faculté de jeunes filles. Plusieurs, ou bien les inscrites sont des étudiantes qui ont suivi le bac égyptien et qui ont appris le français au primaire, mais en tant que deuxième langue étrangère. Donc, le niveau, il s'agit de mettre à jour les connaissances en linguistique, en langue française surtout, et on est parti dans l'approche du FLE. Donc, c'est vraiment le français langue étrangère. Et à ce niveau-là, le cours, c'est A2, acquis, et on part vers le B1. Donc, je vais expliquer dans ce contexte-là que les apprenants ont acquis plus ou moins le niveau A2 et on se lance vers le B1 petit à petit. Pourquoi j'ai choisi le français du tourisme? En effet, c'est dans le cursus universitaire, on a voulu donner un volet professionnel à l'apprentissage du français. Donc, on a ajouté quelques matières, quelques cours qui pourraient les aider à se préparer au niveau professionnel après la faculté. Donc, je reprends les points principaux de cette présentation. D'abord, on va essayer de définir la classe inversée en tant qu'approche d'enseignement et d'apprentissage. Je vais aborder comment cette approche a changé les pratiques, surtout mes pratiques personnelles et les habitudes d'apprentissage des étudiantes. Quels sont les objectifs généraux d'apprentissage dans ce cours universitaire? Je vais mettre en lumière le volet professionnel pour les préparer au monde du travail, pour qu'elles soient bien équipées au niveau de l'obtention d'un premier emploi. Modalité d'évaluation, comment je vais évaluer ce que je vais enseigner, et puis les perspectives et les limites de cette approche dans notre cadre institutionnel. D'abord, pourquoi inverser la classe? Je vais citer, c'est la citation d'un professeur de français dans un site canadien. Je cite, « Ça fait 50 ans qu'on enseigne de la même façon, mais les réalités des jeunes ont changé, ou les jeunes, tout simplement, ont changé. » Donc, il s'agit de ne plus suivre cette méthode magistrale. C'est le professeur qui détient tout le savoir, qui explique tout, qui prend en charge la présentation du contenu, qui récite ou qui répète plus d'une fois les mêmes définitions, les mêmes concepts, les mêmes leçons. C'est plutôt un changement d'approche. Donc, on doit préciser un contenu bien précis, des sujets, des thèmes, et les aborder d'une façon qui pourrait attirer davantage les apprenants. Donc, on leur donne un document, qu'il soit sonore, écrit, n'importe quel document. Ce n'est pas nécessairement une capsule vidéo. On a cette idée, cette idée reçue que la classe inversée, c'est toujours la vidéo ou capsule vidéo avant d'aborder le cours. Donc, les élèves ou les étudiants visionnent cette capsule vidéo et puis on discute en classe. J'ai abordé ce point dans mes cours. C'est très intéressant, c'est très utile. Donc, je vais me centrer sur l'exploitation d'une vidéo en cours de langue et également d'autres documents et comment on va lancer avant le cours
lancer avant le cours le fil ou bien la feuille de route du déroulement du cours en présentiel. Donc, l'apprentissage s'articule en 3 moments: avant la classe, pendant la classe et après la classe. Donc, il s'agit de mettre en accent les éléments suivants. D'abord, une meilleure gestion du temps de classe, puis le développement des compétences numériques. Donc, on va se servir de cette innovation, mais j'attire votre attention que j'avais déjà commencé ça avant le confinement et ça m'a beaucoup aidé personnellement à concevoir mes capsules vidéo pour la poursuite de ce trimestre et également pour les étudiantes qui avaient plus ou moins utiliser les capsules vidéo. On communiquait avant le confinement par WhatsApp, on faisait des groupes, on lançait les vidéos, chaque étudiante avait la capsule vidéo sur son portable, donc c'était vraiment l'exploitation avant le confinement, l'exploitation numérique qui avait été déjà lancée parmi les étudiants. Le point suivant, la variation des pistes pédagogiques. Quelles sont les différentes exploitations possibles? Comment améliorer la production des apprenants, que ce soit la production orale ou la production écrite? Puis, s'orienter vers un apprentissage plus efficace, disponibles hors des cours parce que les documents sont disponibles à tout moment, on peut les consulter selon son rythme et puis proposition de quelques solutions et situations de communication, puis l'approche par tâche et je vais expliquer ça d'une façon plus approfondie. Donc, nous avons une situation différente. Les étudiants ont les documents avant le cours, donc un document sonore, un document vidéo, une brochure touristique. On essaye de les préparer à notre cours. Donc, il y a un moment avant le cours. Et pendant le cours, on va discuter ensemble. Ils peuvent présenter ou elles peuvent présenter les principales notions acquises, mettre en accent les points difficiles, me dire quelques impressions qu'elles ont eues. Donc, c'est toujours la reprise de ce qui a été déjà préparé. Donc, on ne perd pas tellement le temps à essayer d'expliquer la leçon, mais de réaliser quelques productions utiles et d'approfondir le sujet dont on parle. Donc, vous avez sur la diapo une petite comparaison entre l'état ou le statut de l'étudiant pendant la classe ou bien quand on approche l'enseignement par la classe inversée, par opposition à la classe traditionnelle. Nous avons ici un élève qui, bien sûr, qui a déjà vu la capsule vidéo. Il ne vient pas en classe pour dire que je n'ai pas fait le devoir, mais il a déjà une notion, une idée. Et puis, il est donc à la maison, il y a un travail qui va précéder. Puis en classe, il est plus ou moins actif parce que si le document l'a beaucoup intéressé, il va essayer de montrer qu'il a bien compris, on a saisi l'essentiel. Donc on a une base sur laquelle on peut construire une discussion. Il essaye de mémoriser en classe, mais il n'a pas le lot d'informations dans deux feuilles. Non, il essaye de construire sa propre connaissance et il essaye de mémoriser en classe, de travailler ensemble avec ses collègues ou ses camarades de classe. Bon, donc, comment ça va changer? Donc, nous avons ici, dans cette diapo, l'approche de l'enseignant. Et donc, nous avons deux cercles, l'enseignant, ses activités, qu'est-ce qu'il doit faire, comment ses pratiques ont changé, et l'apprenant, comment il va en profiter. Quelles sont les tâches qui ont changé pour l'enseignant? Donc, il n'est pas obligé de travailler à partir d'une méthode déjà précise, mais il peut trouver ou créer lui-même des capsules vidéo. Donc, il peut chercher sur Internet, trouver un document
audio ou vidéo qui ne dépasse pas, bien sûr, les 3 minutes parce que vous savez que les étudiants actuellement ne veulent pas tellement passer du temps avant, bien sûr, les cours, mais quand même, on les pousse petit à petit à changer d'habitude. Donc, on doit les intéresser. Une vidéo qui traite à fond de ce sujet-là, qui parle de l'essentiel, puis on va évoluer vers d'autres points plus approfondis dans le cours. Donc, c'est à lui de trouver ou de créer lui-même les vidéos. Il peut proposer un questionnaire, bien sûr, de compréhension. On ne va pas seulement leur demander de visionner ou de regarder la vidéo, mais bien sûr, ils peuvent juger de leur compréhension orale avec quelques questions simples ou une activité et mettre une activité, par exemple, compléter un exercice interactif en quelque sorte, ou bien un questionnaire sur Google Forms, ou bien la vidéo elle-même, elle possède, on peut insérer les questions à l'intérieur de la vidéo. Et on a bien sûr un support, on va mettre ça sur un site internet, on va en parler davantage, quel moyen de communication utiliser, et puis faire un plan de travail individuel pour l'élève, c'est-à-dire on lui prépare une feuille de route. Qu'est-ce que je dois faire quand je vais visionner cette vidéo si c'est pas essentiellement le questionnaire. Donc, il va réfléchir en 3 moments, avant, pendant et après. Et l'apprenant pendant le cours, c'est la partie qu'il va avec, c'est-à-dire la période ou bien la durée du cours, il pourrait bien sûr poser des questions ou faire un exposé ou comment dire, on va lui poser une situation ou une solution de problème. Donc, il est face à un problème ou à une situation de communication qui peut se concrétiser par un jeu de rôle et petit à petit, on construit des projets ensemble et dans la suite de mes diapos, je vais présenter pas à pas le projet que j'avais prévu pour le cours. L'apprenant, lui, qu'est-ce qu'il change, qu'est-ce qu'il fait pour rompre avec les habitudes déjà acquises? Il est plus ou moins attiré par cette nouveauté. Donc, il veut communiquer, parler avec les collègues et avec son professeur. Il est un peu séduit par cette innovation. Il peut travailler à son rythme, c'est-à-dire je peux visionner la vidéo quand je suis tranquille à la maison. Pendant, par exemple, les heures dans lesquelles je suis très bien concentrée. Je ne suis pas obligée, il n'y a pas de contrainte temporelle. C'est un enseignement ou un visionnage différé. On peut travailler chacun peut travailler à son rythme et il peut exploiter plus le temps de classe parce que il va pas écouter, il va pas être passif, mais il va être actif, il va discuter d'une situation avec les collègues ou bien les autres apprenants. Et il peut même être guidé en même temps par son professeur. Donc, 3 mots-clés de cette nouvelle approche, ces changements, la créativité. Il peut lui-même donner forme à son apprentissage. Il peut avoir une vision différente. Et voilà, je vais vous donner un exemple concret par la suite sur la production des apprenants. La flexibilité, c'est-à-dire il peut visionner la vidéo quand et où il veut, à tout moment, même pendant le cours, s'il veut se référer à un point qui a été abordé. Et puis, c'est une démarche vers... Il faut absolument fermer tous les micros. Il faut absolument fermer tous les micros pour ne pas gêner la conférence. Donc, la valeur ajoutée de cette approche de classe inversée, c'est on peut travailler seul à la maison. Donc, on développe l'autonomie, l'auto-apprentissage. On doit se former personnellement, savoir ses points forts, ses points faibles. On n'est pas intimidé par la première approche d'un sujet.
on partage le travail en groupe et ils peuvent s'informer sur Internet pendant ou après le cours. On peut travailler en groupe et également, il va, dans son apprentissage, être guidé par son professeur, par l'entraide entre ses amis et par la collaboration pour un travail ou une tâche prédéfinie. On se complète, la personne qui maîtrise un outil va aider les autres dans un autre travail et ainsi de suite. Donc, je passe tout ça et je vais bien sûr dire pourquoi j'ai choisi l'approche de classe inversée, parce que selon la cône d'apprentissage d'Edgar Dale, l'apprentissage se fait de plusieurs façons, mais il a proposé une certaine classification des connaissances qu'on devrait acquérir pendant l'enseignement ou l'apprentissage. C'est que l'essentiel, c'est qu'on doit se baser sur plusieurs médias, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement le texte écrit ni le document sonore, mais on peut exploiter tous les sens, c'est-à-dire l'écoute, la vision et les outils numériques, tout pour bien saisir l'essentiel et avoir ce qu'on appelle learning by doing, c'est-à-dire c'est pas uniquement être réceptif, être passif, mais c'est plutôt être actif et on apprend mieux, par exemple, quand en regardant quelqu'un qui fait une opération dans le domaine, c'est-à-dire si je reviens au domaine du français du tourisme, si on voit une vidéo sur une réceptionniste qui va accueillir les touristes ou les clients à l'hôtel, un guide touristique qui explique l'historique d'un monument, ça va être beaucoup plus utile que les notions historiques concernant ce monument-là. Donc, ce n'est plus l'approche textuelle, c'est pas uniquement d'acquérir des informations, mais de les réexploiter dans son quotidien, dans son travail, dans son futur travail et dans sa vie en général. Donc, on apprend mieux à partir de l'écoute, de la lecture et de la vision des vidéos et par exemple, en ayant recours à des visites sur place. Dans une entreprise, dans un hôtel, en regardant un film qui parle d'un métier précis dans le domaine du tourisme. Je passe à la diapo suivante, concevoir le matériel, où placer ses ressources. Donc voilà les principales questions qu'on peut se poser. Comment je peux concevoir mon matériel en tant qu'enseignant et où placer les ressources après les avoir regroupées ou préparées. Donc je dois utiliser ces ressources-là et puis après l'exploitation, je dois les mettre à la disposition des apprenants. Donc, il y a des lacunes, oui, parce que dans le système, c'est très nouveau. Ce n'est pas tout le monde qui a la motivation. Donc, il y a des problèmes du côté des enseignants. Donc, dans cette optique, il faudrait assurer une formation continue des professeurs. Il faut les aider à manipuler les outils numériques et à fabriquer par conséquent leurs propres capsules vidéo. Et ça devient une nécessité, surtout si on tient compte des situations de crise sanitaire, par exemple. Donc, tout le monde a été... D'abord, c'était un choix, mais actuellement, tout le monde a été obligé et forcé pour aborder ces nouveaux outils. Moi, personnellement, j'avais eu la chance d'avoir ces formations par mon propre choix, c'est-à-dire il y avait des formations offertes par l'AUF en Égypte, à Alexandrie. Donc, j'ai profité de l'expérience de beaucoup de formatrices et de formateurs égyptiens et égyptiennes en Égypte. Et j'ai eu une formatrice française et un formateur algérien. Donc, plusieurs cours m'ont permis de progresser pas à pas et me familiariser avec les logiciels en ligne et disponible. Et cette disponibilité, gratuité, nous a poussé à profiter et avoir le temps de
les appliquer dans nos cours. Donc, les outils nécessaires pour créer ces capsules, nous pouvons exploiter une vidéo déjà faite et nous avons le site de Edpuzzle. Nous pouvons exploiter une vidéo toute faite, nous pouvons nous-mêmes filmer ou à partir d'images concevoir une vidéo et ce qui explique que la capsule pourrait prendre plusieurs formes. On peut filmer nous-mêmes, on peut utiliser un diaporama enrichi d'un commentaire audio, on peut commenter une vidéo déjà faite, on peut enregistrer comment manier par exemple l'utilisation d'un outil. Et ça, c'est très important. On peut utiliser des logiciels qui servent à filmer votre écran pour expliquer les étapes d'utilisation d'un logiciel que vous voulez utiliser avec les étudiants et leur donner une certaine autonomie dans leur apprentissage et dans la pratique de ces outils-là. Donc, en général, le module du tourisme, voilà les thèmes principaux. Donc, découvrir les métiers du tourisme et de l'hôtellerie, type de tourisme, présenter un hébergement, réserver une chambre, répondre aux réclamations des clients, présenter un monument, décrire un site touristique, introduire le développement durable. Donc, je peux parler de quelques notions très nouveaux liées à la responsabilité sociale des entreprises dans le domaine du tourisme et des hôtels, des villages touristiques. Et puis, concevoir un dépliant sur une destination touristique, c'est le projet ou la tâche finale de notre cours. Donc, toutes les activités vont progresser vers cette tâche finale, concevoir un dépliant sur une ville, sur un pays. Les objectifs d'apprentissage sont donc assez différents, mais ils progressent vers cette tâche finale, rédiger un dépliant. Donc, il y aura des mini-tâches. Par exemple, comment peut-on rechercher sur Internet pour récupérer les informations concernant un site touristique, bien sûr, les objectifs linguistiques, quels sont les mots, les phrases, les outils syntaxiques, la typologie des expressions pour situer dans l'espace, pour décrire l'historique, décrire la forme, décrire l'architecture, parce que vous avez en Égypte, nous avons plein de monuments, donc les pyramides, les temples, tout ce qui est vraiment très historique, très culturel, qui date de loin et qui a une grande valeur. L'Égypte possède presque un tiers du patrimoine mondial de l'humanité. Donc, c'est cette valeur-là qui a mis en lumière la nécessité d'aborder le français du tourisme. Le tourisme, bien sûr, est très intéressant en tant que secteur économique, mais quand même, il y a eu un recul pendant ces moments de crise, mais il faut toujours se préparer et garder l'espoir pour que tout revienne au normal. On doit, par exemple, pour rédiger un dépliant, à part les informations, le textuel, on doit choisir des photos, les légendes, les titres attirants et bien sûr présenter sa propre culture à l'étranger. Dans ce cas-là, il y a des objectifs linguistiques, des compétences informatiques qui vont entrer en jeu. Donc, à part tout ce qui est linguistique, tout ce qui est apprentissage et maîtrise de la langue française, il y a les compétences numériques ou l'informatique. Donc, on se pose la question, quels outils pour quels objectifs? Plusieurs ressources en ligne sont exploitables. Si on reste dans l'approche actionnelle, outiller l'apprenant des compétences qui pourraient l'aider dans le domaine du travail, qui pourraient l'aider dans la communication directe, dans la communication écrite. Donc, on doit exploiter des ressources assez innovantes qui conviennent à la réalité de notre monde actuel. Par exemple, répondre à des commentaires de clients sur un forum. Ça donne plus de vivacité et ça rejoint l'actualité de notre quotidien. On peut utiliser, par exemple, moi j'ai exploité une visite guidée de plusieurs musées. Donc, l'exposition Toutankhamon, par exemple, à Paris, c'était une vidéo très intéressante et ça reflétait la fascination des Français ou des touristes en général par l'historique de la civilisation égyptienne. Et ça donne beaucoup de valeur à l'estime de soi et puis à la démarche de découverte d'une autre culture assez différente. Donc,
c'est toujours animer l'estime de soi tout en ayant un équilibre envers les autres cultures et être conscient de la fascination possible des autres habitudes qui sont plus ou moins différentes des nôtres. Donc, on peut par exemple concevoir, parmi les activités, concevoir des rubriques d'un site dans une agence de voyage, ou activité très intéressante, insérer du voice-over sur les vidéos promotionnelles. Donc, ça va être très utile dans les métiers de promotion du tourisme ou même dans le métier de guide. Il peut faire une petite pratique en enregistrant sa propre voix sur un site, sur une vidéo concernant un site touristique. Donc, il y a d'autres savoir-faire professionnel. On peut, par exemple, les insérer dans le monde du travail. Par exemple, on peut partir d'une activité de rédaction d'un sondage ou d'une enquête et qui va être publiée sur Internet, et on va analyser, par exemple, les résultats de cette enquête, de ce sondage. Donc, on a besoin de découvrir les logiciels et les sites qui peuvent les aider à concevoir le questionnaire électronique. On peut proposer des activités de conseil aux clients, conseiller un voyage, ça c'est un objectif très professionnel, savoir où comprendre les goûts des clients. Et puis, on peut partir à l'activité pratique de la rédaction et de l'impression du dépliant. Donc, on peut attirer l'attention des apprenants à quelque chose d'éthique, c'est-à-dire les photos que vous allez récupérer sont-elles libres de droit? Donc, tout ce qui est propriété culturelle, propriété intellectuelle, les droits d'auteur. Et on peut utiliser un outil numérique. Moi, j'avais utilisé l'outil Canva. Et Canva, c'est un outil numérique disponible sur le site Internet et également comme appli sur les portables des apprenants, le portable de tout le monde. Donc, sur Google Play Store, vous avez plein d'outils qui sont gratuits et qui possèdent des tutoriels. L'enseignant, s'il n'y a pas de tutoriel accessible, il pourrait lui-même concevoir son propre tutoriel de l'outil qu'il va utiliser avec les apprenants. Donc, par exemple, donc, je donne un exemple concret. Plan d'activité d'un cours précis concernant la description d'un site touristique. Donc, on doit bien sûr situer dans l'espace. Donc, on a des informations communicatives ou des objectifs bien précis sur l'historique de ce site-là. Et notre objectif va être la rédaction, par exemple, d'un article pour décrire le site. Donc, objectif linguistique, expression de temps, de lieu, utilisation des temps verbaux, objectif, le passé composé, par exemple, et l'imparfait, sensibiliser les étudiants aux efforts pour sauvegarder les monuments. Ça, c'est la partie culturelle et la partie qui va protéger notre patrimoine. Objectif socioculturel très important. Donc, j'avais déjà dit, attirer votre attention sur le fait qu'il faut raisonner en 3 temps. D'abord, avant le cours, pendant le cours, après le cours. Donc, il faut toujours scénariser. C'est pour cela que j'ai utilisé dans mon titre la scénarisation, c'est-à-dire chaque professeur, chaque enseignant doit avoir une idée du déroulement de son cours. Qu'est-ce qu'il doit préparer avant le cours et quelles sont les activités à proposer pendant le cours, et puis le travail ou le livrable, ce que l'étudiant doit soumettre pour indiquer son acquisition de l'objectif de ce cours-là. Donc, la description de ce site touristique, ça se situe sur l'axe temporel au milieu de notre apprentissage, au milieu du contenu des thèmes de notre cours. L'objectif essentiel, c'est la description. Donc, le professeur ou l'enseignant, il va préparer une vidéo. Par exemple, moi, j'ai exploité déjà une vidéo qui parlait de la cathédrale de Notre-Dame, un site très connu, très célèbre, très important de la ville des Lumières, Paris. Donc, j'ai commencé par cette description de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et une guide touristique a accompagné les touristes
touristes et les a fait entrer dans la cathédrale, et elle décrivait la spécificité des vitrails et de l'historique de cette cathédrale. Et l'apprenant, il devrait visionner la vidéo et répondre à un questionnaire, puis soumettre ces questionnaires sur un document Google Form. Et on a plusieurs ressources sur Internet pour fabriquer notre vidéo. Donc, soit une vidéo toute faite, soit on peut utiliser les dessins animés sur Powtoon pour indiquer que c'est la guide qui va expliquer les notions et ainsi de suite. Pendant le cours, on va lire le document, on va visionner, c'est pas ça. Je reprends. Donc, on doit exploiter le texte en ligne. Ça, c'est avant le cours, mais pendant le cours, on va en discuter. C'est-à-dire reprendre les personnages qui en fait figure sur la vidéo, quel est l'objectif de cette vidéo, quel est, par exemple, quel est le travail, quelles sont les tâches du travail ou du métier de guide, quelles sont les compétences que doit avoir un guide. On peut revisionner la vidéo, mais juste pour récupérer le gestuel et les réactions des touristes face à la visite qu'ils font, et ainsi de suite. Donc, on se voit après, on va parler par exemple de la description du site touristique, quelles sont les expressions de lieux qui ont été utilisées, les expressions de temps, et la familiarisation avec les règles grammaticales se fait ensemble entre les étudiants à partir des activités, et il y aura bien sûr la conceptualisation commune qui sera faite par leurs observations et par leur propre énonciation de la règle grammaticale. Puis on peut faire un exercice de systématisation. Après le cours, il faut, par exemple, donner une activité, présenter un site touristique en utilisant Canva. Donc, je devrais, par exemple, leur introduire le logiciel par une vidéo après le cours et expliquer l'essentiel, comment vous pouvez exploiter cette application et quel est l'intérêt. Donc, je passe à l'activité, présenter un monument. Vous avez sur cette diapo le format traditionnel qu'on peut faire pour présenter la tour du Caire, un monument très célèbre dans la ville du Caire. Donc, à gauche, nous avons un document écrit à la main. L'étudiante avait imprimé juste la photo et elle avait écrit elle-même les informations qu'elle a cherchées sur Internet. De l'autre côté, nous avons l'utilisation de Canva. Donc, sur Canva, on peut avoir plusieurs formats déjà existants, et on peut juste effacer l'écriture ou les lignes qu'on ne veut pas garder et remplacer cette écriture déjà faite, ce format très clair et très organisé. On choisit le format qui nous convient et l'étudiant ou l'étudiante tape les informations. Et dans ce cours-là, j'avais attiré l'attention des étudiantes sur la notion de prix, des horaires. Donc, il faut informer les touristes sur l'importance de ce site touristique, quand peut-on le visiter et quel est le tarif. J'aborde plein de tarifs réduits, je parle de la différence des prix entre étrangers et égyptiens, et comment peut-on avoir accès à ce monument, par exemple par métro, et quels sont les horaires d'ouverture. Voilà une exploitation assez innovante en ce qui concerne les habitudes des touristes. Donc, on peut aborder avec les apprenants les commentaires que font les étrangers sur les sites égyptiens. Donc, à Hurghada, par exemple, il y a des activités de plonge et les plongeurs aiment ou n'aiment pas. Donc, leurs avis et leurs commentaires à leur retour du voyage présentent l'impression générale qu'ils ont eue de l'Égypte. Donc, on peut discuter des différents points de vue, de la vision de l'autre, et comment peut-on améliorer ou quelle mesure, quelle posture peut-on prendre pour
attirer ou bien laisser une bonne impression chez les touristes et les aider pendant leur séjour en Égypte. Donc, mieux comprendre pour être plus efficace. Donc, efficacité et savoir-être et savoir-faire, bien sûr, dans le métier de guide parce que c'est la pure communication, la communication directe avec les étrangers à tout moment. Donc, toute cette démarche va mener vers la professionnalisation. Donc, on procède par pédagogie de projet. Notre projet, c'est la rédaction et l'impression d'un dépliant touristique, réaliser les objectifs de l'apprentissage, respecter les délais parce qu'ils ont des délais de présentation de leurs travaux et indiquer les références aux variétés culturelles entre les peuples. Donc, c'est l'interculturel qui entre en jeu. Ils doivent également, les apprenants doivent gérer les situations et les réclamations des clients, s'intégrer à une équipe de travail, donc réviser les tâches et les remettre à temps. On peut introduire les notions de marketing, donc la qualité de l'image, de l'écriture, de la lisibilité et comment convaincre le client, comment séduire le touriste pour venir en Égypte, comment vendre un voyage. Et on fait face également à des situations de travail concrètes et à des problèmes qui peuvent arriver et il faut proposer des solutions. Et on peut également évoquer certaines nouvelles notions du tourisme comme l'écotourisme, le tourisme numérique ou l'e-tourisme et le tourisme vert qui existe dans plusieurs pays maintenant. Donc, le déroulement du cours se base sur des activités assez variées. Ce sont des pistes différentes. Donc, à partir de jeux de rôle, l'exposé oral, présenter un hôtel à l'oral. À partir de cartes mentales, par exemple, les métiers du tourisme, on peut les lier selon les différents sous-secteurs. On peut procéder par quelles sont les étapes pour assumer telle ou telle tâche. La conception d'un circuit touristique, par exemple. Donc, il y a toujours un planning d'activité, une feuille de route et une découverte à faire pendant le cours. Donc, les questions que posent les apprenants ou les apprenantes ont été liées à l'exécution de la tâche, à la progression de leur projet, à la vérification des acquis, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je dois faire exactement. L'enseignant, il est quelqu'un qui accompagne, un facilitateur, c'est-à-dire il va guider son étudiant à mener à bien le projet. Il anime les relations entre les groupes en les incitant à se compléter et à interagir d'une manière efficace. Donc, c'est l'apprenant qui change d'habitude parce que l'enseignant lui impose plus ou moins de nouvelles façons de procéder à l'acte. Et il est obligé d'interagir pour poursuivre la progression. Au niveau des activités en classe, par exemple, je donne un exemple de mise en situation, répondre aux réclamations des clients dans un hôtel. Donc, ça, c'est un document pour la production orale. On doit les inciter à partir de documents support, comme les différentes situations dans lesquelles il y aura des problèmes à l'accueil ou à la réception. Et le titre de la fiche, une nuit agitée. Donc, chaque groupe ou chaque personne va exposer le problème. On peut faire des jeux de rôle entre réceptionnistes et clients ou touristes. Il y a ce qu'on appelle des cartes surprises. Donc, on peut même jouer. Donc, on peut ajouter la partie ludique. On peut jouer ensemble par des cartes surprises. C'est une situation surprise qui se passe à l'hôtel et quelle solution vous pouvez proposer. Donc, discussion entre les membres d'un même groupe et proposition d'une solution. Donc, c'est le savoir agir et ça c'est très utile au niveau professionnel. Prévoir, ou on l'appelle en anglais problem solving, donc c'est toujours l'approche professionnalisante. Et c'est très par donc il y a toujours bien sûr un apport culturel. On peut comparer plusieurs cultures, plusieurs civilisations et on peut
par exemple, comparer la vie dans une ville égyptienne et la vie dans une autre ville européenne ou autre. Les apprenants ont choisi de présenter plusieurs pays. Quand j'ai donné, donc on avait dit que c'est un apprentissage plus flexible, c'est-à-dire je n'impose pas une tâche très précise. Donc au niveau de la rédaction du dépliant, on pourrait choisir n'importe quelle ville, n'importe quel pays. Donc c'est l'apprenant qui sent le choix et qui assume son choix. Donc il fait le choix, il nous présente la ville ou le pays, mais en attirant de faire cette visite. On peut comparer les coutumes, les habits, les plats, et on peut s'ouvrir à tout ce qui est différent. Ça, c'est un des objectifs de cette comparaison qui se fait pas sous forme de comparaison, mais sous forme de présentation de différents mais attirants en même temps. Donc, on découvre ensemble et il faut éviter les stéréotypes et les préjugés sur les autres peuples, sur les plats japonais. Et par exemple, quelque chose de très intéressant, c'est un café donc un café où il y a des chats. Donc pour les amateurs de chats, c'est un lieu très intéressant où vous pouvez vous offrir une tasse de thé ou de café en jouant avec les chats plutôt, en jouant avec les chats. Donc, il faut également attirer l'attention sur ce qu'il faut éviter. Donc, mais on ne va pas utiliser le verbe éviter, mais ce sont les règles de bienséance pour bien passer son séjour. Donc, par exemple, il est interdit de fumer dans la rue au Japon. Il faut être les règles de base sont la politesse de la vie privée et le contact physique, par exemple. Différents dépliants ont été faits sur Canva. Je les ai suivis sur les réseaux sociaux. On avait également construit ou bien lancé un Google Classroom et on discutait de tous les points difficiles dans les commentaires. Et dans ce cas-là, une étudiante pourrait présenter une solution comme commentaire à un problème affronté par sa collègue. Donc, il y a une progression. D'abord, j'ai commencé par la présentation d'un monument et la présentation d'une petite fiche, puis l'historique de ce monument, l'accès, la localisation, les horaires, les prix des tickets. Et en fin de compte, voilà la concrétisation. Ça, c'est un dépliant sur la ville de Tokyo. Donc, il faudrait sélectionner les photos, nous donner les sites à visiter, les spécificités culturelles de ce pays. Vous voyez la photo du sport, le sumo au Japon, et les kimonos, et tout ça en langue française. Donc, ce qui fait la gloire de la langue française en parlant des différentes autres cultures assez variées. Et bien sûr, il faut préciser ou fournir un document aux apprenants quelles sont les rubriques qu'il faudrait présenter dans un dépliant. Et il y a beaucoup de références et de sites internet gratuits. Comment rédiger un dépliant? Je pose cette question avant la séance et on doit discuter ensemble qu'est-ce qu'on doit noter dans cette préparation de notre dossier.
dans cette collecte d'informations. Et ça, c'est le verso. Donc, le sport, les habits, l'aspect culturel. Donc, choisir un titre assez attirant. Tokyo qui ne dort jamais, mais vous voyez la petite coquille d'impression. Au lieu d'écrire qui ne dort jamais, c'est une petite erreur de frappe ou faute de frappe qui ne dort jamais. Donc, quand on imprime, donc, il faut revoir ce que l'on imprime et chacun va présenter son travail. En fin de compte, bien sûr, on avait commencé par les sites touristiques français et les sites touristiques égyptiens, mais quand elles ont eu cette idée d'écrire en français d'autres pays, c'était intéressant et c'était un défi parce que on parlait en langue française, on communiquait avec des francophones sur d'autres pays de cultures différentes. Donc, tout l'intérêt de l'interculturel était en jeu dans cette approche. Je conclue sur cette idée-là. Donc, perspective et limite, j'ai voulu présenter ça d'une façon plus pratique. Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités et menaces, ce que l'on appelle une SWOT analysis. Cette étude de faisabilité de mon cours, est-ce que c'est intéressant, c'est pas intéressant? Donc, force, c'est qu'il y a les outils déjà sur Internet. Ces outils sont gratuits. C'est un apprentissage adapté à la réalité des jeunes. Ils sont motivés pour tout ce qui est différent. On maximise le temps de la classe. On est plus interactif, plus créatif. Nous avons dans nos universités déjà, à l'université Ain Shams et d'autres universités, nous avons des Moodle qui ne sont pas exploitables à la hauteur, mais qui n'étaient pas exploitables suffisamment, mais avec l'initiative des universités face à la crise sanitaire, les présidents des universités ont lancé ce passage forcé vers la numérisation des outils et vers tout ce qui est innovant. Il y avait des initiatives, beaucoup d'initiatives. Par exemple, j'ai le plaisir d'annoncer que nous avions une conférence qui devait se dérouler au mois d'avril sur la quatrième génération des universités et comment exploiter le numérique d'une façon d'une façon très élargie pour profiter au maximum de ces ressources-là. Mais malheureusement, à cause du Covid-19, cette conférence a été remise à plus tard. Mais c'est pour vous donner une idée que l'université et les universités, notre université et les autres universités égyptiennes, la faiblesse Il y a des problèmes de son. Sama, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? On ne vous entend plus, Sama. Ou bien d'accord. Oui, oui, d'accord. Donc maintenant c'est plus le. On n'a pas entendu vos dernières paroles. Pardon? On n'a pas entendu vos dernières paroles. C'était coupé. Oui, d'accord. Donc, c'était le SWOT analysis. Il y a des points forts et il y a des points faibles. Il faut être conscient de l'intérêt et des limites de cette approche. Parfois, comme c'est ce qui vient de se passer, on peut avoir des problèmes de connexion. Ça, c'est un peu gênant, surtout pour les étudiants qui veulent le face-à-face et qui ont une certaine crainte du numérique, alors que de l'autre côté, au niveau social, ils sont très actifs. Donc, on peut les aider à dépasser cette crainte et à se lancer dans cette nouvelle approche en les accompagnant pas à pas. Donc, l'innovation numérique propose plusieurs opportunités. Elle est encouragée par les autorités éducatives et institutionnelles dans notre pays et partout dans le monde. On peut adapter les objectifs de cet apprentissage ou de l'approche des classes inversées en utilisant les outils numériques. On peut adapter tous ces objectifs aux besoins du marché du travail. Donc,
learning outcomes ou bien le résultat pratique de notre apprentissage est évalué sur le marché du travail. Les apprenants sont plus sécurisés quand ils vont se lancer dans leur recherche. Ils ont des compétences, ils ont acquis des compétences. Ces compétences sont transversales et je remercie dans ce cadre-là mes collègues qui ont pu donner la chance aux mêmes apprenants, les mêmes étudiantes que j'ai eues pendant le premier trimestre de l'année dernière. Mes collègues l'ont eu en deuxième trimestre et les étudiants ont transposé la compétence numérique les compétences numériques des clients en essayant par exemple de réécrire une fable de La Fontaine. Donc, c'est transposable en littérature, ce n'est pas uniquement le FOSS ni le français du tourisme et ça remet en valeur la créativité des étudiants qui réécrivent une fable. Et c'est très important d'acquérir les compétences transversales et d'acquérir des savoir-faire qu'on peut réexploiter dans différents domaines. On peut profiter des ressources Internet gratuites et à ce point-là, je vous remercie. Notre réseau ici, où le programme Erasmus a déjà lancé cette coopération et tous les collègues participaient activement à ces séances. Donc, c'est à l'aide de ces coopérations entre nos universités que nous en Égypte, on a pu beaucoup profiter. Je termine sur le point des menaces parce qu'il faut avoir, bien sûr, une conscience de ces menaces-là. Donc, certains professeurs sont résistants, il faudrait les convaincre. Ils ont peur de l'innovation, mais petit à petit, peut-être ils seront intéressés et ils vont se lancer dans l'affaire. Ils disent que c'est une mode qui va disparaître, mais la vérité, c'est que c'est devenu une réalité. On parle actuellement de l'hybridation, c'est-à-dire transformer quelques séances en classe inversée et être plus actif sur certains points en présentiel. La réalité, bien la poursuite de ces démarches universitaires vont prouver l'efficacité ou non de cette nouvelle innovation. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Sama, pour cette conférence extrêmement intéressante, extrêmement riche, qui rejoint tout à fait ce que nous portons comme projet, comme expérimentation dans le cadre du projet Ange et qui donne un éclairage extrêmement intéressant. C'est vraiment très riche et ce que vous dites sur les compétences transversales, c'est extrêmement intéressant. À l'heure actuelle, au niveau de l'Europe, on travaille beaucoup ces questions-là et au niveau effectivement des projets européens et de celui que nous portons particulièrement. Nous allons prendre quelques minutes sans trop abuser de votre temps, mais pour des questions éventuellement. Est-ce que certains participants veulent intervenir? Moi, je voudrais rebondir sur tout ce que vous nous avez expliqué parce que bon, on sent bien que cette approche pédagogique, vous la maîtrisez. Hein, vraiment le avant, pendant, après, on sent bien que c'est quelque chose qui vous motive et vous apparaissez comme un véritable leader. Et par rapport à cela, j'aimerais bien vous poser la question, comment est vécu au sein de votre université le fait que vous soyez presque un leader dans l'innovation pédagogique? Est-ce qu'il y a une influence sur la gouvernance? Est-ce qu'il y a une influence sur le corps des chercheurs, des docteurs, des professeurs? Comment est-ce que c'est vécu tout ça? Est-ce que l'innovation pédagogique que vous proposez, est-ce qu'il y a des impacts qui sont vraiment visibles au sein de l'université et est-ce que c'est porté par la gouvernance? La préparation à l'innovation ne vient pas d'un jour à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui doivent être prises par les présidents des universités et les vice-présidents, les doyens des facultés, les chefs de département. On doit encourager à plusieurs niveaux. D'abord, la formation continue, c'est-à-dire libérer le corps enseignant de ses responsabilités quelques jours, 2-3 jours, pour une formation intensive. Donc, il est libéré de ses charges éducatives pour une petite période de temps pour augmenter ses compétences, s'enrichir, se réfléchir sur des points bien précis, approfondir son approche et échanger. Donc, d'abord, il est soutenu au niveau de l'administration. Puis, organiser des séances de rencontres entre les corps enseignants de plusieurs facultés dans les mêmes spécialités sur les thématiques de l'innovation. Donc, cela est déjà lancé dans nos universités. Il y a des conférences, il y a des journées d'information
Il y a un centre comme le centre de développement des compétences du corps enseignant, selon lequel, ou bien d'après lequel Dr Maha avait organisé ces coopérations, ces webinaires qui nous sont très utiles et qui étaient très urgents à un moment. Il y a le côté gouvernance, c'est-à-dire, moi je comprends le mot gouvernance, c'est-à-dire exploiter ce que l'on apprend. Donc, profiter de tout ça, changer les approches. Donc, il y avait quelques années, il y avait une compétition, il y avait un encouragement financier. On avait demandé aux apprenants de créer des programmes numérisés pour les diffuser sur les sites Moodle de l'université. Donc, au niveau de l'Égypte, en tant que ministère de l'éducation, ministère de l'enseignement supérieur, donc tout ça, les autorités ou les instances les plus élevées avaient lancé ces défis-là. L'Égypte avait créé un village intelligent. Ce village-là, c'est comme le Silicon, je vais dire, c'est le Silicon Valley de l'Égypte. Donc, il y avait une innovation numérique à tous les niveaux, au niveau financier, au niveau scolaire, au niveau universitaire, et ça a donné ses fruits pendant les moments de crise. Donc, dans chaque institution, il y avait ceux qui voulaient être actifs et se lancer dans l'innovation. Je suis fière d'être parmi ces personnes. J'aime utiliser de nouveaux procédés, changer mon cours continuellement, leur donner à mes cours un sens utile et un sens pratique. Et beaucoup d'autres collègues ont pu s'entraider pendant la période de la crise, ceux qui étaient préparés, communiquer avec ceux qui n'étaient pas préparés. Et par exemple, moi, si je ne connais pas un logiciel, c'est ma collègue qui allait me conseiller, à cause des réseaux sociaux, on est tous connectés sur des sous-groupes et ces groupes-là nous aident à mieux gouverner. Donc, nous, au sein du département, il y a d'autres groupes au sein de la faculté, de l'université, il y a des sites, des pages Facebook, donc les réseaux sociaux ont pu diffuser les informations. On savait qu'il y avait une formation en ligne, on la suivait, il y avait des formations financées par l'université et on choisissait d'y participer. Donc, c'est la poursuite. Tout ce qui compte, c'est la poursuite. Si on poursuit ces tendances, ces projets, on peut également instaurer un nouveau système qui repose sur cet enseignement numérique et c'est dans le profit des étudiants parce que une université, c'est pas uniquement le corps enseignant, les recherches, les contenus, mais c'est plutôt comment les jeunes diplômés de ces universités arrivent à obtenir des postes importants dans le monde du travail ou dans les entreprises privées ou internationales. Donc, on a également créé ce qu'on appelle Learning Hub. Il y a beaucoup de facultés qui ont suivi cette initiative de créer des Learning Hubs ou bien des petits réseaux d'innovation au niveau du leadership, de l'information, de l'utilisation du numérique dans le monde professionnel. Donc, les projets sont nombreux et on attend beaucoup de ces projets-là au niveau d'efficacité des diplômés. Merci. Merci beaucoup. Assama, une demande de Inde demande ce type de cours émane-t-il d'initiatives personnelles ou entre-t-il dans une vision stratégique de la politique éducative de votre université, voire de votre pays? Donc, c'est ça. Pour vous, ça entre dans une vision stratégique de votre université dans tous les cas. Oui, c'est au niveau stratégique, oui, parce qu'on a commencé à créer des unités qui réfléchissent pour 5 ans, par exemple. Donc, dans les 5 années à venir, qu'est-ce qu'on pourrait atteindre? Donc, il y a toujours des objectifs. Donc, il y a des projets qui pensent à l'avenir. Qu'est-ce qu'on devrait faire et comment y parvenir? Donc, c'est vraiment une unité stratégique. Et dans l'université, il y a une grande unité stratégique. Et dans chaque faculté, il y a des membres du corps enseignant qui, à part leurs préoccupations éducatives au niveau de leur département, communiquent ensemble pour
améliorer l'image de nos institutions en termes d'efficacité. C'est pas tout ce que l'on dit, mais réellement, qu'est-ce que ça donne comme apprentissage? On essaye de faire ça tout par exemple, en préparant des stages d'insertion pendant les années universitaires, de faire cette pédagogie de projet en utilisant l'informatique dans toutes les spécialités. C'est pas uniquement l'enseignement de la langue française. Nous avons des facultés d'ingénierie, nous avons par exemple, même la médecine, même l'intelligence artificielle. Donc, plusieurs facultés combinent ensemble et il y a des projets interfacultés dans la même université. Et c'est cette complémentarité des visions qui permet une poursuite des activités et des démarches positives vers le vrai changement. Mais ce qui va trancher, c'est bien sûr les conditions économiques parce qu'on doit financer ce type d'initiative et la motivation des personnes qui travaillent sur ces projets, en plus du changement du positionnement, la posture de l'étudiant qui veut tout avoir sans rien faire, mais on l'aide à changer cette fainéance et ce recul par rapport à tout ce qui est nouveau.